professeur David Brassat, vous êtes neurologue au CHU de Toulouse. On a organisé aujourd'hui une conférence de presse sur la sclérose en plaques. Dites-nous un petit peu où on est en matière de traitement, quel a été le traitement et quelles sont les perspectives futures. La sclérose en plaques fait partie de ces pathologies pour lesquelles il y a eu de grands progrès. Et on pense que ces progrès ont permis de radicalement changer l'évolution de la maladie chez les patients, en diminuant notamment le risque d'accumuler du handicap. Ces progrès se sont faits en 15 ans, ce qui fait qu'il y a de nombreuses molécules qui ont été mises à la disposition des médecins et des patients. Et la façon dont on articule ces traitements les uns par rapport aux autres est quelque chose qui nécessite des réflexions permanentes. Il est parfois difficile d'avoir de vrais consensus, puisque les nouveautés s'accumulant, on a des modifications tous les 6 mois de nos attitudes thérapeutiques. Donc nous avons d'abord eu des traitements un peu qui modulaient notre système immunitaire, le système immunitaire qui est là pour nous défendre, il nous attaque dans la sclérose en plaques. Alors au début on le module. Ensuite, avec les années, on a vu apparaître des traitements plutôt immunosuppresseurs, qui, comme le nom l'indique, vont intervenir en diminuant le nombre de cellules délétères. Et on voit arriver maintenant une 3e génération de traitements qui sont des traitements qui seraient un peu comme quand on veut réinitialiser un ordinateur, on fait un reboot. Ces médicaments vont avoir une action forte sur le système immunitaire, et c'est surtout sur la façon dont le système immunitaire va en quelque sorte renaître, avec une nouvelle programmation que l'on espère avoir des traitements plus durables. Ce qui fait que par exemple, on peut parler d'un traitement que développe l'industriel Merck qui, avec 10 comprimés une année et 10 comprimés une 2e année, on peut avoir pendant 4 ans l'absence d'évolution de la maladie chez un nombre conséquent de patients. Donc cette nouveauté, on l'attend avec impatience parce que à la fois ce genre de traitement pourrait certainement être économe en temps pour le patient, peu de traitement, également utile parce que ça reprogramme le système immunitaire et également peut-être diminuer les risques d'effets secondaires. Comment s'organise aujourd'hui la prise en charge de la sclérose en plaques entre l'hôpital d'un côté, la médecine de ville de l'autre, entre les neurologues, les médecins généralistes et des équipes hospitalières? Tous les traitements sont à prescription neurologique unique. Les médecins généralistes n'ont pas le droit de prescrire les traitements de fond, on appelle ça des traitements d'exception. Mais tous les neurologues ont le droit de prescrire tous les traitements. Et ça, je crois qu'il faut rester attaché à ce principe. Il y a bien sûr parfois, avec la nouveauté, avec les traitements qui s'accumulent, la nécessité d'avoir un avis d'équipe. Mais cet avis d'équipe doit être accessible à tout neurologue. On peut être un neurologue qui exerce dans un hôpital public, dans un hôpital privé ou dans un cabinet. On veut prescrire un médicament qui nécessite une technologie un petit peu plus importante. On participe à une réunion, la décision est prise et le traitement est mis en place. Donc je crois que globalement c'est ce qui se passe actuellement. Récemment, ce qu'on appelle les centres de ressources et de compétences nous permettent de mieux structurer cette filière, de faire ce que l'on avait toujours fait jusqu'à présent, mais de le faire de façon structurée. Et grâce à ces centres de ressources et de compétences, qui sont en quelque sorte des centres experts, il y en a 23 sur le territoire, chaque neurologue peut, avec son centre de référence, avoir la technologie qui lui permet de suivre un traitement et d'accéder donc, quel que soit le neurologue et quel que soit le patient, à tous les traitements disponibles. Professeur, vous dites souvent que le patient doit s'autonomiser. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, c'est un peu les progrès de la prise en charge. Par exemple, dans les cancers, au tout début, c'était les chimiothérapies, on traite le cancer. Et c'est vrai que les oncologues ont fait des progrès et après avoir réalisé ces progrès et commencé à mieux traiter les cancers, ils ont dit mais il faut aussi penser à augmenter la qualité de vie des patients. Et puis il faut penser ensuite à l'autonomie du patient, c'est-à-dire que le patient puisse participer lui-même aux soins. Donc l'autonomisation du patient, pour nous, c'est le fait qu'il puisse être actif dans la prise en charge. Bien sûr participer aux décisions, bien sûr améliorer la prise en charge. Les patients vivent des choses que nous n'avons peut-être pas les moyens de comprendre.
et se créer ce qu'on appelle les patients experts. Dans chaque région, un patient participe à des réunions et peut être force de proposition auprès des neurologues, mais aussi des institutions qui s'occupent de la prise en charge de la sclérose en plaques. Et puis surtout, pour moi, l'autonomisation, c'est la façon dont le patient va dialoguer avec l'équipe médicale. Et je crois que là, on acte l'arrivée des nouvelles technologies qui nous permettent cette interaction. Bien entendu, il y a beaucoup à dire sur qui va interagir, comment cela va se faire, mais le fait que le patient va pouvoir avoir dans sa poche un outil de dialogue, si derrière ensuite il faut mettre en place de la lecture de toute cette information, nous on ne pourra pas être en direct, mais quand on reverra le patient, on aura une lecture de toute l'information qui est donnée par le patient au quotidien et qui sera meilleure pour nous pour comprendre la maladie. Donc vraiment, l'autonomisation pour moi, c'est le fait que le patient participe à sa prise en charge et grâce à ces nouvelles technologies, va pouvoir donner des informations au quotidien. Alors qu'avant, on le voyait 2 fois par an et qu'on prenait toutes les décisions sur 2 consultations ponctuelles. C'était très insuffisant. Merci professeur.